Bonjour et bienvenue pour notre partage de ressources de ce jour. Alors aujourd'hui, retour dans la langue de Shakespeare pour vous partager l'une de mes petites perles. Mindfulness for Students de Stella Cottrell. Alors ce bouquin-là, je n'en ai pas trouvé d'équivalent en France. Je l'ai acheté lors de mes retraites en Angleterre, en passant par la librairie. Et ce que je trouve absolument délicieux dans ce livre est la capacité à interroger, à poser des questions, à mettre en perspective et à proposer des tas d'activités une fois de plus, parce que souvenons-nous bien, mindfulness is an experience. Et oui, la mindfulness, c'est pas juste un truc intellectuel sur lequel on va lire, mais c'est bien une pratique. Et du coup, ce petit livre se propose dans une première partie de redire quel type d'expérience on vit, les origines bien sûr de cette pleine conscience, ce que c'est, pourquoi on parle de pleine conscience, qu'est-ce que ça implique, pourquoi méditer et comment on met ça dans son planning, qu'est-ce qu'on peut en attendre, quelques retours sur les études et les bénéfices démontrés, comment ça peut être utile aux étudiants, est-ce qu'il n'y a pas des risques ou des effets secondaires nocifs, et puis tous les mythes et les mauvaises compréhensions de ce qu'est la pleine conscience. Alors du coup, moi je vous propose d'explorer comment la mindfulness, la pleine conscience, peut bénéficier aux étudiants. Alors voilà ce qui est dit, et qui est bien sûr encore une fois des résumés de la recherche. What does research tells us about how mindfulness assists study? Que nous dit la recherche sur ces résultats? Alors on parle de mieux gérer le challenge des études supérieures, de mieux gérer ses émotions et en particulier son anxiété. Et donc, en même temps, petit retour sur les autres bénéfices qui sont une amélioration de la concentration mentale, une amélioration de la mémoire et de la capacité à se souvenir, une amélioration des performances et de meilleurs résultats académiques, un renforcement du système immunitaire, une réduction de l'anxiété, du stress et de la dépression, un meilleur management de ses émotions, une empathie augmentée et des qualités interpersonnelles améliorées, une augmentation de la satisfaction et du sens du bien-être. Et tout ça est bien sûr adossé à des études qui en général concernent une cohorte d'étudiants dans un pays du monde où un chercheur a décidé de faire le point. Et on va retrouver donc des études sur academic and work performance, empathy, creativity and whole person development, reducing negative impacts from other people's emotion, improved health and immune system, depression and stress. Et tout ça, c'est autour de mental health. Et alors, l'autre partie de ces recherches va prendre des sujets peut-être un petit peu plus précis, et un certain nombre d'études ont été faites dans les années 2000-2015 sur better grades and intellectual performance, donc de meilleures notes et de performances intellectuelles améliorées, une meilleure mémoire, une meilleure capacité à utiliser, à contextualiser les informations nouvellement reçues, une pensée plus souple, une pensée plus créative et des capacités à régler des problèmes plus élevés. Étude 2012-2015. Greater awareness, donc une plus grande conscience des schémas dans lesquels on est
tous engagés, et aussi du coup des mécanismes autour des questions de motivation, de prise de décision, du développement de bonnes habitudes pour étudier et tout ce qui peut bien sûr améliorer la vie de l'étudiant. Une amélioration de l'attention, de la concentration, avec des études dès 1995, beaucoup d'études d'ailleurs dans les années 90. Une capacité à porter l'attention plutôt sur la méthode que sur le point final, ce qui peut en particulier permettre à l'étudiant de trouver des éléments de satisfaction dans l'apprentissage, dans le chemin qu'il parcourt, plutôt que de porter l'attention uniquement sur le résultat au bout du chemin, à savoir la note, et puis par rapport à ses études de manière générale, un diplôme pour un super job. Et finalement, s'il arrive à porter attention à son chemin d'apprentissage, alors on se rend compte qu'il le vit beaucoup mieux et que avoir des buts, et en particulier long terme, n'est pas forcément le plus simple à gérer pour un étudiant. La capacité aussi à rester avec ce qui est, une forme de persévérance, se trouve aussi démultipliée par les pratiques de pleine conscience. Et enfin, bien sûr, le développement de l'empathie. Et du coup, on peut s'interroger pour chacun de nous, étudiants, enseignants, à chaque fois. Et pour moi, qu'est-ce qui fait le plus sens? Qu'est-ce qui peut être mon point d'apport le plus important? Et est-ce qu'il y a des choses que je considère comme parfaitement non-applicable, non concernées? Ou bien est-ce que je me dis qu'à peu près sur tous ces sujets, eh bien, je vais pouvoir peut-être faire des petits pas. Alors, c'est le moment peut-être aussi de partager les effets ou les revers de la méditation. Et dans ce petit livre qui n'est pas très vieux, je me permets juste parce que j'ai un doute, mais qui est un livre assez récent. « 2018 pour la première édition. Voilà ce qui est partagé par l'auteur. Lorsque vous lisez cette longue liste des bénéfices associés à la mindfulness, à la pleine conscience, vous vous dites que ça ressemble quand même à un médicament magique. Quelques minutes d'attention sur la respiration et hop, tous vos problèmes vont disparaître. En fait, c'est pas tout à fait comme ça dans la réalité. Et d'un autre côté, ça ne nous rend pas service de nier les bénéfices de la pratique de la pleine conscience sur la base que ces effets sont difficiles à mesurer quantitativement et dans des conditions parfois très contraintes, artificiellement contraintes. En fait, l'efficacité de la pratique de pleine conscience devait être considérée dans le contexte d'individus ou de groupes en fonction de leur situation et de leur pratique. Et en fait, plutôt que les résultats, les impacts, et de vouloir les compter, c'est la qualité de la pratique et de l'expérience qui doit compter. Alors ce dont on se rend compte dans les études, c'est qu'un tout petit peu de pleine conscience suffit à faire bouger les lignes. Mais parfois, alors que pour certaines personnes, les changements vont être rapides, et bien pour d'autres, ils vont être plus longs. Et même s'ils sont rapides, c'est pas nécessaire et c'est même contre-productif d'avoir des attentes sur waouh, je m'assois, je médite et ça y est, ça part. Ça y est, je me débarrasse de tous mes problèmes. Et en fait, si j'ai des résultats immédiats, il est probable aussi qu'ils ne soient pas durables. Parce que pour avoir des résultats durables, c'est l'idée d'inscrire la pratique dans la durée, dans le temps. Et donc, il est probable qu'il y ait des résultats, mais de durée peut-être courte. Et donc, il y aura des effets peut-être limités, mais certains, si
on fait juste une courte exposition à cette pratique. Par exemple, je fais une semaine d'option pour les étudiants UniLaSalle, où je fais, qui est l'équivalent des 6 semaines de pratique, les 6 sessions des 6 semaines de la pratique, d'installation de la pratique de pleine conscience, ou bien je fais mes 6 semaines, mais je pratique pas beaucoup entre les cours. Donc voilà, j'ai une courte exposition, donc j'ai des résultats qui risquent de ne pas s'installer dans la durée. Pareil, si j'ai pas une pratique régulière, alors je vois pas forcément de résultats. Et puis, une fois que j'ai compris le mécanisme, il faut que je réussisse à installer cette pratique dans le quotidien. Et peut-être il est utile de se souvenir que ces pratiques de respiration nous viennent de l'Orient et qu'elles nous viennent d'une tradition où le sens de l'effort, le sens de la régularité, le sens de l'expérience quotidienne était importante. Et en fait, c'était une façon de s'ouvrir à la vie qui devait durer dans le temps plutôt que de passer son temps à régler des problèmes qui de toute façon ne manquaient pas de survenir. Alors, bien sûr que pratiquer la pleine conscience, ça va nous amener de nouveaux challenges et donc une façon aussi d'être présent à l'expérience, à la vie différente. Et donc, que va-t-il se passer ? Alors il est évident que devenir conscient de ses émotions et de ses pensées, eh bien, ça va nous permettre de travailler sur notre réactivité et donc sur une réponse aux situations, aux engagements, aux dialogues, sûrement plus ancrée, plus présente. Prendre conscience de nos émotions et de nos schémas de pensée, c'est aussi prendre le temps d'explorer les mémoires corporelles de ces émotions et de ces pensées, de ces schémas que nous avons installés. Et donc, parmi tout ce que nous allons découvrir, dans ces pensées, il y a toutes ces pensées du jugement, ces pensées de l'autocritique. Et nous allons peut-être pouvoir travailler avec. Si les pensées nous débordent, si les émotions sont trop fortes, alors d'abord, je dois apprendre à porter mon attention pour réguler ce flot émotionnel ou ce flot de pensée. Et c'est là où on va plutôt porter son attention vers le bas du corps, vers les pieds, vers les jambes. Parce que rester au niveau du torse, c'est submergent. Et c'est là où ça peut aussi être intéressant de ne pas être tout seul, de participer à de la pratique collective, voire avec quelques rendez-vous en face à face, mais surtout de la pratique collective. On n'oublie jamais que la méditation de pleine conscience, c'est un peu comme une thérapie contemplative. Je prends le temps, sans débordement, d'aller à la rencontre de mes émotions et de mes schémas de pensée. Alors c'est sûr, on pourrait nous adresser que pour réussir à faire ça, il faut une certaine force de caractère, il faut de la constance, que ça va pas être drôle de devoir s'asseoir tous les jours, que quand on a eu une session difficile, où on a travaillé avec des émotions pas très cool, un peu sticky, un peu collantes, on se sent pas forcément bien, est-ce que j'aurais envie d'y retourner ? Et puis il va falloir que je rentre ça dans mon agenda avec le travail, avec tout ce que j'ai à faire. Et effectivement, expérimenter ces émotions difficiles, ces pensées, ces émotions difficiles, eh bien l'auteur le repartage. On peut se souvenir d'abord que on n'est pas obligé d'aller à fond tout le temps. Et que je peux choisir de m'asseoir et de porter attention à ma respiration uniquement. Dans une forme de sérénité, de calme, de pause. Tara Brach parle de pause sacrée. Je peux choisir d'aller explorer des choses pas très difficiles, pas très compliquées, pour m'entraîner, puis j'irai explorer des choses plus en profondeur. Et je peux choisir aussi juste d'être présent à tout ce qui est, ces méditations larges et amples. Et donc, effectivement,
cette présence à l'expérience sans jugement n'est pas possible si je ne m'inscris pas dans la durée, si je ne m'inscris pas aussi dans la bienveillance. Ce travail ne peut être fait qu'avec douceur, avec soin, on pourrait même dire avec câlin, parce qu'il n'y a aucune raison de se mettre dans le rouge et de chercher à tout régler tout de suite. Des schémas émotionnels complexes ou des pensées dures que nous avons mis en place pendant des dizaines d'années ne vont pas disparaître en un claquement de doigts. Donc autant prendre son temps, autant aller les explorer et autant aller à leur découverte tout doucement. Et si ça brûle ou si l'orage est là, tous aux abris. Et retour sur la respiration bien tranquillement. Ce livre, de ce que je viens de partager, est rempli de conseils, rempli de propositions et d'exercices à l'attention beaucoup des étudiants directement. Donc Mindfulness for Students, je vous engage à le trouver sur Internet, le lire, et ça vaut pour tous les parents. N'hésitez pas à découvrir ce monde fascinant de la mindfulness, de la pleine conscience pour vos étudiants. À très bientôt.